Bonjour et bienvenue à nouveau sur The Crime Reel. Pour la narration de faits divers d'aujourd'hui, nous allons examiner la vie et les crimes de deux frères, Walter et Carl Legrand. Walter et Carl Legrand ont passé la soirée du 6 janvier 1982 à boire et à se droguer. Le lendemain, ils prévoient dans le soir de cambrioler une banque. On ne sait pas exactement quand cette décision a été prise, à quel point elle a été réfléchie, ni s'ils avaient mention prévue ou étaient conscients du niveau de violence qui allait suivre. Cependant, ce qui est très clair, c'est que les demi-frères avaient mené une vie de plus en plus troublée, avec un casier judiciaire de plus en plus chargé. Nés à Augsbourg, en Allemagne, en janvier 1962 et en octobre 1963 respectivement, Walter et Carl étaient deux des trois enfants d'une femme nommée Emma. Les trois enfants d'Emma avaient des pères différents, chacun d'une origine ethnique différente. Le père de leur sœur, Patricia, était un soldat blanc originaire d'Allemagne. Le père de Walter était un portoricain qui était en poste en Allemagne, et le père de Carl était un soldat noir dont la nationalité n'est pas connue. Seule Emma a eu du mal à gérer les besoins de sa jeune famille. Walter et Carl ont passé 2 ans dans un orphelinat jusqu'à ce que leur mère épouse un soldat noir américain nommé Macy Legrand. À ce moment-là, elle est revenue chercher les garçons, et Macy a adopté les 3 enfants d'Emma. En 1967, la famille a déménagé aux États-Unis où leur vie était loin d'être heureuse. Le mariage d'Emma et Macy était marqué par des disputes et l'infidélité, et Macy battait souvent les enfants de manière excessive. D'autres enfants harcelaient les garçons à cause des origines ethniques mixtes de leur famille. Ils fuyaient souvent la maison pour échapper à leur vie misérable, ce qui leur a finalement causé des ennuis, afin qu'ils soient placés dans des établissements institutionnels où leur vie serait plus stable et satisfaisante. Carl s'est fait connaître des autorités à 9 ans, après avoir volé $969 dans un magasin de Sierra Vista. 2 mois plus tard, il a de nouveau eu des ennuis, cette fois pour avoir volé une paire de chaussures. Avec le temps, les actes du garçon se sont intensifiés. Par exemple, lorsqu'ils vivaient dans un poste militaire au Texas, ils ont incendié un terrain de golf, causant environ $20 000 de dégâts. Ils sont restés à l'école jusqu'en première, quittant l'établissement vers l'âge de 16 ans. Ils ont brièvement travaillé comme ouvriers avant de se tourner complètement vers une vie de crime. En juin 1980, ils ont été arrêtés pour une série de cambriolages de petites épiceries et un vol à main armée ayant rapporté $130. Carl était mineur à l'époque et, en tant que tel, il a été envoyé dans un centre de détention, où il est resté en garde à vue jusqu'en septembre 1981. Il a été libéré peu avant ses 18 ans. Pendant ce temps, Walter a conclu un accord de plaidoyer, ce qui l'a conduit à être envoyé à la prison d'État de l'Arizona à Florence, avant d'être lui aussi libéré en septembre 1981. Un mois plus tard, ils ont tous les deux été arrêtés devant une épicerie à Tucson. Ils ont été inculpés de 2 chefs de vol à main armée, de 3 chefs d'enlèvement et d'un chef d'agression aggravée, en lien avec un braquage dans un magasin Safeway le 9 octobre et dans un magasin Fry's Food le 12 octobre. Carl a versé une caution de $1100 et a été libéré peu après son arrestation en attendant son procès. Comme Walter était toujours en liberté conditionnelle, après sa condamnation de 1980, il a été remis sous la garde du département des services correctionnels. Sa caution a été fixée à $5 500 et, n'étant pas en mesure de la payer, il est resté en prison. Un organe du tribunal chargé d'évaluer si les détenus peuvent être libérés avant leur procès. Le Centre des bénévoles correctionnels du comté de Pima a demandé la libération de Walter jusqu'à son procès, estimant son risque acceptable, et les conditions de sa libération lui interdiraient de rencontrer son frère, Carl. Le juge de la Cour supérieure, Thomas Meehan, a rejeté cette demande. Libération refusée 2 fois en décembre 1981, car une suspension imposée par le département des services correctionnels empêchait Walter d'être libéré avant une audience sur une éventuelle violation de sa liberté conditionnelle.
Cependant, au 5 janvier 1982, cette suspension avait été levée, et, par conséquent, le juge n'avait d'autre choix que d'accorder la libération de Walter. La confiance du centre correctionnel en Walter était manifestement mal placée. Les frères ont immédiatement repris contact et ont commencé à planifier leur prochain coup, rêvant d'un gain rapide. Moins de 48 heures plus tard, dans la matinée du 7 janvier 1982, ils se sont dirigés vers la Valley National Bank à Marana, une ville au nord-ouest de Tucson, en Arizona. Le directeur de cette agence était Kenneth Hartsock, âgé de 63 ans. Il était connu et apprécié dans la communauté locale. Né à l'origine à Clarksville, dans l'Ohio, il avait rejoint la banque en 1969 en tant qu'agent de prêt. Et après une série de promotions, il a été muté à l'agence de Marana en novembre 1978. Après quelques années, il est devenu directeur en 1981. Il était marié à Marjorie et avait 2 enfants adultes, Kenneth Jr. et Cathy. Juste avant 8 heures ce matin-là, Kenneth est arrivé au travail. Son premier travail de la journée, comme chaque jour, était de vérifier que l'agence était sécurisée, puis de laisser un signe convenu aux autres employés pour leur indiquer que tout allait bien. À ce moment-là, le signe était qu'il garait sa voiture à une place de parking particulière afin que les autres employés sachent que le bureau était sécurisé. Cependant, ce matin-là, Kenneth a été abordé par Walter et Carl, qui l'ont suivi jusqu'à la banque et lui ont ordonné d'ouvrir le coffre-fort. En raison des mesures de sécurité, Kenneth n'a pas pu le faire car il ne possédait qu'une moitié du code et avait besoin de l'autre moitié d'un agent de sécurité qui devait arriver peu après. Quelques minutes après, Dawn Lopez, caissière de banque de 20 ans, est arrivée pour débuter sa journée. Elle travaillait à la banque depuis seulement 2 mois après avoir déménagé de Californie. Alors qu'elle entrait dans la banque, Carl lui ordonna de s'asseoir. Ayant vu une arme à feu dans la ceinture de Carl, elle obéit aussitôt. Walter et Carl discutèrent près de la chambre forte. Quand Walter a dit « Si tu ne peux pas l'ouvrir, on le descend et on s'en va ». Dawn était terrifiée et Kenneth tenta de la réconforter et de lui assurer qu'ils allaient s'en sortir, que Walter et Carl ne voulaient que de l'argent. Kenneth et Dawn ont été emmenés dans le bureau de Kenneth et forcés de s'asseoir sur des chaises. Puis ils ont été attachés avec du ruban adhésif noir et bâillonnés avec des bandanas. Les frères ont continué à menacer la vie de Kenneth et Dawn, disant « Si vous ne dites pas la vérité, nous allons vous tuer ». L'un des hommes a tenu un coupe-papier contre la gorge de Kenneth, le menaçant davantage. Le téléphone a alors sonné, Dawn a reçu l'ordre de répondre, tandis que Carl écoutait. À l'autre bout du fil, il y avait un autre employé de la banque, Wilmer Rogers. En passant devant la banque ce matin-là, Wilmer avait tout de suite remarqué quelque chose d'anormal. La voiture de Kenneth n'était pas à sa place. Tout semblait aller bien à la banque. Wilmer poursuivit jusqu'à une cabine téléphonique pour appeler la banque. Elle a dit à Dawn qu'elle avait laissé les phares de sa voiture allumés et que si Dawn ne sortait pas pour les éteindre. Wilmer supposerait alors qu'il y avait un problème et appellerait la police. Wilmer a demandé à parler à Kenneth, mais Dawn a dit qu'il n'était pas là, sachant pourtant que la voiture de Kenneth était sur le parking. Cela a encore plus alerté Wilmer, qui a alors appelé le bureau du Marshal puis le 911 pour demander de l'aide à la banque. Carl a dit à Dawn d'aller éteindre les lumières de sa voiture et l'a averti que si elle ne revenait pas immédiatement, Kenneth serait tué. Dawn a fait ce qu'on lui avait demandé. Elle est retournée à la banque et a été attachée à la chaise pour la seconde fois. Juste après cela, elle a entendu le bruit d'une lutte derrière elle. Elle croyait que les frères faisaient du mal à Kenneth, alors elle s'est levée, a arraché le ruban de ses mains et s'est retournée pour essayer d'aider. Elle a vu Walter devant Kenneth et Carl derrière lui, tenant ses épaules. Les 3 hommes étaient en train de se débattre. Walter s'est alors approché d'elle, la poignardant plusieurs fois à la tête, au cou et sur le côté avant qu'elle ne s'effondre au sol. Kenneth était aussi allongé par terre, et alors que Walter en avait fini avec Dawn, elle a entendu l'un des hommes dire « Assure-toi juste qu'il est mort, assure-toi juste qu'il était mort ». Avant qu'il ne s'échappe du bâtiment, Dawn, qui avait été poignardée 14 fois, a réussi à se traîner jusqu'au téléphone où elle a appelé le 911 en disant « S'il vous plaît, envoyez de l'aide ici, Valley National Bank. S'il vous plaît, vite, Ken est mort. J'ai mal, j'ai tellement mal. »
L'opératrice a continué à parler à Dawn pour essayer de la rassurer et de recueillir autant d'informations que possible jusqu'à l'arrivée des secours. Lorsque les services d'urgence sont arrivés à la banque, ils ont dû enfoncer la porte d'entrée. Dawn a été emmené d'urgence à l'hôpital universitaire, à 16 minutes. Kenneth, qui avait été poignardé 24 fois apparemment avec le coupe-papier, était déjà mort lorsque les services d'urgence sont arrivés. Plusieurs des blessures qu'il a subies étaient mortelles, et il n'avait aucune chance de survivre. Wilmer avait noté le numéro d'immatriculation de la voiture inhabituelle qu'elle avait vue sur le parking, et un témoin a également identifié le véhicule. C'était une Plymouth Mercury de 1976 couleur beige avec un toit marron foncé. La voiture a rapidement été retrouvée chez Walter et Carl et ils ont été arrêtés sans incident le même jour. Ils ont tous les deux été inculpés de meurtre, de tentative de meurtre et de tentative de vol à main armée. La caution a été fixée à $1 million chacun, excluant toute possibilité de libération. Ce soir-là, Carl a été emmené à l'hôpital après être devenu extrêmement agité et mal en point suite à son arrestation. 4 heures après que les frères ont été inculpés, Carl a admis son implication dans le crime. Mais dans sa version des faits, il a déclaré qu'il était seul responsable des attaques contre Kenneth et Dan, et que son frère Walter se trouvait dehors dans la voiture à ce moment-là. Cependant, cet aveu a ensuite été fortement critiqué par l'avocat de Carl, qui a affirmé qu'il avait été fait alors que Carl était hospitalisé, et sous l'influence d'un puissant tranquillisant, le Thorazine, un médicament utilisé pour traiter les troubles psychiatriques et comme moyen de contention chimique. D'un autre côté, un représentant des forces de l'ordre a déclaré que l'aveu avait été fait volontairement, et avant l'administration de tout médicament. Dawn a passé 3 semaines à l'hôpital et, heureusement, elle s'est bien rétablie. Il est compréhensible qu'elle ne veuille plus travailler à la succursale de la banque de Marana et qu'elle prévoyait de quitter la région. Plus tard, elle est devenue adjointe du shérif du comté de Pima, motivée peut-être en partie par les expériences qu'elle a vécues ce jour-là. Le bureau du maréchal de la ville de Murana a fait l'objet de vives critiques concernant sa gestion de l'événement et la rapidité de sa réponse, ce qui a ensuite fait l'objet d'une enquête interne, avant que l'affaire n'aille au tribunal. Les frères ont été reconnus coupables des vols de 1981, ce qui a entraîné pour chacun d'eux diverses peines, s'élevant à une condamnation de 21 ans de prison chacun. Après de nombreux retards dus aux évaluations psychiatriques approfondies des 2 frères et à la question du lieu du procès, celui-ci a finalement commencé en février 1984. L'accusation avait de nombreuses preuves, des empreintes dans la banque, le véhicule identifié par des témoins et du sang se trouvait à l'intérieur. De plus, 1 mois après l'attaque, un garçon de 11 ans qui jouait à proximité avait trouvé une mallette verrouillée dans des buissons. Il l'a portée le long de la route lorsqu'il a rencontré un couple, à qui il a expliqué où il l'avait trouvée. Le couple l'a remise aux autorités, où il a été établi que la valise appartenait à Kenneth. Elle contenait le coupe-papier, une veste tachée de sang, du ruban électrique noir, un pistolet jouet, des clés avec un porte-clés portant l'initiale D appartenant à Dawn, ainsi qu'un scanner de police. Il a aussi été établi qu'un couteau avait servi à infliger certaines blessures à Kenneth. Un couteau à steak a été retrouvé sur les lieux. Et bien qu'il n'ait pas pu être définitivement relié aux frères, il était identique à un couteau trouvé dans l'appartement où ils avaient séjourné la nuit précédant le meurtre. Cependant, la preuve la plus accablante viendrait de Dawn elle-même. Elle a témoigné d'une manière calme et assurée, ne fondant en larmes que lorsqu'on lui a demandé d'identifier une photo de Kenneth sur le sol du bureau. La défense a réussi à faire déclarer la confession de Carl irrecevable, car les enquêteurs avaient obtenu la déclaration en violation de ses droits Miranda. Les 2 hommes ont été jugés ensemble et la défense de Walter a soutenu qu'il était dehors dans la voiture lors des coups de couteau. Walter a témoigné que lorsqu'il s'est retourné dans la banque, il a entendu son frère renifler et pleurer, ajoutant que Carl lui a dit « J'ai paniqué, je ne voulais pas le faire, il m'a donné un coup de pied ». Lors du contre-interrogatoire, l'avocat de Walter a tenté de discréditer le récit de Dawn et de relever les incohérences entre ces différentes déclarations.
Par exemple, elle ne portait pas ses lunettes et n'a vu la lutte que quelques secondes. Cependant, elle n'a jamais flanché sur ces 2 points essentiels. C'est Walter qui l'avait poignardée et les 2 hommes étaient en présent lorsque Kenneth a été tué. Pendant ce temps, l'avocat de Karl n'a pas présenté de déclaration d'ouverture, n'a pas fait comparaître de témoins au procès et Karl n'a pas témoigné. S'il l'avait fait et qu'il avait dit quoi que ce soit contredisant les 2 aveux qu'il avait déjà faits aux autorités, le procureur aurait alors été autorisé à faire écouter les enregistrements des aveux au jury. L'avocat de Karl a consacré la majeure partie de sa plaidoirie finale au principe du doute raisonnable et de la présomption d'innocence. Après seulement 1 heure de délibération, le jury a déclaré les 2 frères coupables de meurtre au 1er degré ainsi que de tentative de meurtre au 1er degré. Ils ont également rendu des verdicts de culpabilité pour les autres chefs d'accusation de tentative de vol à main armée et pour 2 chefs d'enlèvement. L'État a déclaré qu'il demanderait la peine de mort au motif que Walter et Karl avaient rempli 4 des 7 circonstances aggravantes que le juge doit prendre en compte. Leurs condamnations pénales antérieures, le danger et le risque de mort qu'ils représentaient pour Don. Le fait que le crime ait été commis pour un gain financier et la manière odieuse et cruelle dont le crime a été perpétré. Le 14 décembre 1984, ils ont tous les 2 été condamnés à mort dans la chambre à gaz. Après d'autres batailles juridiques, leur condamnation et leur peine de mort ont été confirmées par la Cour suprême de l'Arizona en janvier 1987 et leur exécution était prévue pour décembre de la même année. Cependant, peu de temps avant la date d'exécution prévue, ils ont obtenu un sursis d'exécution, qui resterait en vigueur jusqu'à une audience. Demande des frères pour un nouveau procès basé sur une jurisprudence récente depuis la confirmation de leur peine de mort. Cela a traîné jusqu'en 1991 lorsqu'ils ont perdu un appel devant la Cour suprême, la Cour déclarant qu'ils avaient bénéficié d'un procès équitable et d'une peine appropriée. D'autres requêtes ont été déposées et en 1996, leurs avocats ont demandé à une cour d'appel fédérale de leur permettre de contester à la fois la chambre à gaz et l'injection létale comme étant inconstitutionnelles. L'injection létale a été adoptée comme seule méthode d'exécution en Arizona en 1992. Mais les prisonniers condamnés à mort avant cette date pouvaient choisir entre l'injection et la chambre à gaz. En 1998, il a été rapporté qu'ils seraient exécutés au début de 1999 car ils avaient épuisé toutes les voies de recours possibles. Karl, âgé de 36 ans, devait être exécuté le 24 février 1999 et Walter, qui avait alors 38 ans, la semaine suivante, le 3 mars. Comme c'était leur choix en raison de la date à laquelle ils avaient été condamnés, tous 2 ont choisi de mourir par gaz, devenant ainsi les premiers condamnés à mort à le faire depuis le rétablissement de la peine capitale en Arizona en 1992. On disait que Walter avait choisi la chambre à gaz en partie pour soutenir son affirmation selon laquelle cette méthode d'exécution est cruelle et inhabituelle, et dans l'espoir de gagner un appel de dernière minute en faisant valoir que cette manière plus lente de mourir est inconstitutionnellement cruelle et constitue une punition inhabituelle. Presque 15 ans après que leurs peines de mort ont été prononcées, leur dernier espoir est venu de l'intervention du gouvernement allemand. Les 2 hommes sont restés citoyens allemands, un pays où la peine de mort a été complètement abolie en 1987. La peine capitale a été interdite en Allemagne de l'Ouest dès 1949, puis dans la Sarre. Lorsque la Sarre est devenue un État d'Allemagne de l'Ouest en 1956, l'interdiction est devenue nationale lorsque l'Allemagne de l'Est a aboli la peine de mort en 1987. En février 1999, des responsables allemands, espérant épargner la vie des frères, ont contacté le président Clinton, la procureure générale Janet Reno et la secrétaire d'État Madeleine Albright pour demander la clémence. Et des représentants allemands d'Amnesty International ont fait appel devant la Cour internationale de justice. Le vice-consul général allemand Jean-Pierre Rollin a déclaré qu'il ne s'agissait pas d'une question de culpabilité, mais simplement d'une opposition à la peine capitale. La loi de 1984 prévoit qu'en cas de commutation en réclusion à perpétuité, les frères pourraient y bénéficier d'une libération conditionnelle après 25 ans. Ils en avaient déjà purgé 17.
Kenneth Hartsock Jr. a déclaré que sa famille estimait que l'exécution devait avoir lieu comme prévu. Il ne s'agit pas de savoir si ces hommes sont citoyens américains ou citoyens allemands. Ils ont admis avoir commis ce crime. Un jury les a déclarés coupables et ils ont été condamnés à mort. La pensée qui ne cesse de me revenir en tête, c'est que cela ne concerne pas la peine de mort. Il s'agit de s'assurer que les Lagrand ne tuent pas le père ou le mari de quelqu'un d'autre. Malgré les appels des responsables allemands, la commission de grâce a voté à 3 voix contre 1 en faveur de la poursuite des exécutions. À la dernière minute, Karl a été autorisé à changer sa méthode d'exécution et à 19h56 le mercredi 24 février 1999, il a été exécuté par injection létale. Ces derniers mots s'adressaient à la famille Hartsock et à Dan Lopez. Je suis désolé que cela ait pris autant de temps et que cela ait traîné. Mais du fond du cœur, je suis désolé pour ce que j'ai fait. J'espère qu'un jour vous trouverez la force de me pardonner. Je le pense vraiment du fond du cœur, je prie pour vous, et je vous souhaite le meilleur. Je ne peux pas imaginer votre perte. Je veux dire que je ne l'ai pas voulu. À ma famille, pardon de vous avoir fait vivre cela, je veux que vous sachiez que je vous aime très fort. Je n'ai aucune animosité, aucune amertume, ni aucune haine envers qui que ce soit, ou envers les personnes qui ont mené ce processus. J'ai demandé pardon, et de la même manière, je suis prêt à pardonner. Que Dieu vous bénisse tous, je vous aime. Après la mort de Karl, les appels ont continué au nom de Walter. Le 3 mars, la Cour mondiale a tenu une audience de 30 minutes, au cours de laquelle le juge sri-lankais, Christophe Weeramantry, vice-président de la Cour de l'Organisation des Nations Unies, a exhorté les États-Unis à utiliser tous les moyens à leur disposition pour empêcher la prochaine exécution. Elle s'est également déclaré que les États-Unis devraient verser des dommages-intérêts non spécifiés pour la mort de Karl. Cependant, la Cour mondiale n'avait aucun pouvoir pour faire appliquer cela. Plus tard dans la journée, Walter a été exécuté dans la chambre à gaz. Contrairement à son frère, il n'a pas changé la méthode d'exécution dans l'espoir d'illustrer l'horreur de la peine de mort. Il est mort en 18 minutes, gargouillant, toussant violemment, ses muscles dorsaux contractés jusqu'à ce que sa tête tombe. Walter a dit en dernier « Je voulais seulement présenter mes excuses à la famille Hartsock. C'est la première fois que je vois cette photo. Je suis désolé. J'espère que vous trouverez la paix. Je veux remercier Hélène Hartsock de nous avoir pardonné. Je veux dire à ses enfants et à Dan Lopez que j'espère que vous trouverez la paix. À tous mes proches, j'espère qu'ils trouveront la paix. À vous tous ici aujourd'hui. Je vous pardonne, j'espère que je pourrai aussi être pardonné dans ma prochaine vie. C'est tout ce que j'ai à dire. En septembre 1999, l'Allemagne a saisi la Cour internationale de justice, accusant les États-Unis de violation des droits de l'homme liés aux exécutions. Lors d'une audience en novembre 2000 révélant une division sur la peine capitale, la Cour a jugé que les États-Unis avaient manqué à leurs obligations envers l'Allemagne, selon les conventions de Vienne, en ne notifiant pas à Legrand son droit à l'assistance consulaire et en n'offrant pas de réexamen judiciaire de la condamnation et de la peine. Alors que cette violation a provoqué l'indignation chez certains, beaucoup se sont demandé si l'on ne pleurait pas les mauvaises morts dans cette situation. Veuillez cliquer sur « J'aime » et laissez vos commentaires ci-dessous et abonnez-vous pour aider la chaîne à se développer. Il n'y aura sans doute pas d'affaires la semaine prochaine, mais 1 ou 2 courtes vidéos pourraient apparaître. Restez attentifs et activez les notifications. Merci beaucoup d'avoir écouté The Crime Reel. Prenez soin de vous, au revoir. Pstas, où les 2 frères sont-ils nés? Augsbourg, fondée par les Romains en 15 avant Jésus-Christ, est l'une des plus anciennes villes d'Allemagne. Oh, et aussi le père de Mozart est né près de la cathédrale d'Augsbourg. Au revoir.